Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du club et pour m'accompagner ce soir, un revenant dans le club, le grand Moussa Ndao. Bonsoir Moussa. Bonsoir. Bon voilà, ça commence merci bien. beaucoup, voilà, ça commence très bien. Bon, non, ce qu'il faut expliquer à nos millions de téléspectateurs, c'est que Moussa, il vient en voiture de Casa avec Reda et Amine. Et voilà, et c'est pour ça qu'il m'appelle Reda. Reda Alali, bonsoir Reda. Bonsoir Reda. Voilà, exactement. Amine Rahmouni, bonsoir. Bonsoir Moussa. Les bronzés qui font du journalisme. Exact. Ah, du foot. Les All Blacks. Tu as tes cartons aujourd'hui? Bah oui, je les ai. Ça va conditionner pas mal de choses. Je devrais les avoir, je ne sais pas où ils sont. Voilà. Et je devrais les récupérer dans pas longtemps. Bon, Voilà, exactement. On me les a volés. Les cartons du club, voilà, outil indispensable hein, pour faire cette émission qui va commencer dans un court instant. Parce qu'à chaque fois, alors entre Amine qui me dit c'est vrai qu'on va faire l'émission mardi dernier, je lui dis oui c'est vrai. Et Reda il a une autre question lui. Ça y est, c'est bon, on commence? Effectivement, on a commencé. Le sommaire du club, c'est parti. Les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie, après avoir grillé ses jokers et avec 2 points seulement après 2 journées de compétition, l'équipe du Maroc est appelée à réagir et vite. Et cela commence dès ce vendredi face au Mali. Va-t-on connaître 2 des équipes qui représenteront l'Afrique en Coupe du Monde 2 mois avant la fin des éliminatoires? Le Nigeria dans le groupe B et l'Égypte dans le groupe E peuvent en effet se qualifier pour la phase finale du tournoi d'ici au 5 septembre prochain. 2 grosses gifles ce week-end en Europe, celle subie par Arsenal et la défaite 4-0 chez Liverpool ou encore l'Olympique de Marseille, humilié par Monaco 6-1. Bon, ça y est, c'est la reprise donc de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dans la zone Afrique. Ils sont 5 parmi les 20 sélections en course à prétendre au précieux sésame. Ce vendredi, 1er septembre, le jour de l'Aïd, les Lions de l'Atlas accueillent ici même à Rabat les Aigles du Mali avec en vue les 3 points de la victoire. On voit le sujet, on en débat juste après. La victoire et rien que la victoire, l'équation est bien simple pour les Lions de l'Atlas pour se relancer dans ce redoutable groupe C où ils ne comptabilisent que 2 points sur 6 possibles. Les hommes d'Hervé Renard n'ont plus le choix. Il faudra s'imposer vendredi sur la pelouse du complexe Moulay Abdellah de Rabat. Le Maroc, deuxième à 2 points de la Côte d'Ivoire dans ce groupe, dont seul le premier disputera la Coupe du Monde en Russie, enregistre surtout les retours de Mehdi Benatia et d'Hakim Ziyech, le défenseur de la Juve. Le meneur de l'Ajax avait en effet décidé de prendre un peu de recul avec la sélection. Une sélection marocaine dont les dernières sorties en amical ou dans le cadre des éliminatoires de la CAN n'ont pas rassuré, mais qui devrait plutôt capitaliser sur l'état d'esprit qui a marqué leur participation à la dernière CAN au Gabon malgré une élimination en quart de finale face à l'Égypte. Maroc-Mali, un choc dans un contexte particulier, celui de cette nouvelle candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde pour l'édition 2026. Une victoire donc, un stade plein et un sans faute au niveau de l'organisation. Tels seront les enjeux de cette rencontre, à travers laquelle les supporters des Lions espèrent voir leur sélection se relancer dans ces éliminatoires et pourquoi pas commencer à rêver d'une 5e participation à la Coupe du Monde, 20 ans après la dernière en France en 1998. Donc voilà, l'équipe du Maroc n'a pas d'autre choix que de l'emporter, se relancer. Une équipe marocaine qui a déjà grillé ses jokers. Je rappelle quand même la position des Lions de l'Atlas dans ce groupe. L'équipe du Maroc n'a que 2 points après 2 matchs. Un match nul à domicile face à la Côte d'Ivoire et puis match nul au Gabon en déplacement. Mon ami Moussa Ndao, c'est Jalal qui te parle. Moussa. Donc quel état d'esprit l'équipe du Maroc doit-elle donc entamer cette rencontre et en fait cette double confrontation? C'est gagner et disparaître, ou disparaître. Ils ont plus le choix, ni leur destin entre leurs mains. Donc ils ont 2 matchs à bien négocier, surtout à gagner. Là, c'est la course au point. La Côte d'Ivoire reçoit le Gabon. On sait le Gabon est le dernier de la poule. Ouais. Pratiquement, on peut dire que c'est
ça va être compliqué pour les Gabonais. Donc le Maroc se doit de faire le maximum de points avant d'aller affronter éventuellement la Côte d'Ivoire, que ce sera la finale de ce groupe. Mais il faut impérativement dès vendredi prendre les 3 points. Ensuite, essayer de bien voyager à Bamako, c'est pas évident. Au mois de septembre, il fait excessivement chaud. Mais ça passe déjà par un très très bon match, mais surtout prendre des points à Rabat vendredi. Alors je rappelle juste, dans ce groupe, la Côte d'Ivoire est bien entendu leader avec un match nul et une victoire, 4 points. Le Maroc deuxième avec 2 points. Et puis le Gabon et le Mali, lanterne rouge avec 1 point. Reda, to be or not to be dans cette double confrontation pour l'équipe du Maroc. Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est juste des matins. On n'est pas éliminé si on ne gagne pas. Non, bien sûr que non. Voilà, non, il faut le dire. Si la Côte d'Ivoire gagne, elle se retrouve avec 7 points. Oui, mais donc s'il faut perdre, il ne faut pas gagner et que la Côte d'Ivoire gagne. Donc c'est déjà plus la même chose. Non, c'était juste des matins. Effectivement, on va bien être obligé de gagner un match à un moment ou à un autre pour pouvoir se qualifier. Mais on n'est pas... disons que si on arrive à prendre 4 points sur ces 2 matchs, ça serait extraordinaire. Voilà. Entre l'aller et le retour. Parce que moi, je considère que c'est vraiment des matchs... Si la Côte d'Ivoire en prend 6 sur 6, elle est à 10 points. Si la Côte d'Ivoire gagne tout, de toute façon, tu n'es même pas... Tu peux gagner, tu peux faire ce que tu veux, elle sera toujours devant toi. Voilà. Donc c'est réglé, il faut l'accepter et espérer ne pas avoir à se déplacer là-bas le dernier jour avec une victoire obligatoire. Voilà. Sinon, c'est la configuration qu'on connaît bien. Toi qui es sénégalais, tu dois t'en rappeler en 2001 ou bien en 2005 en Tunisie. C'est le fameux, ça c'est le match coup près où tu es obligé d'aller gagner contre le pays leader à domicile. Voilà, c'est la situation qu'il faut espérer éviter. Qui nous arrivera très certainement. Maintenant, le sujet parle des matchs amicaux. Moi, je ne pense pas que c'est une équipe qui devrait être jugée sur les matchs amicaux. C'est une équipe qui passe au forceps. C'est une équipe qu'on a vu transfigurer le jour de la compétition qui était la CAN et qu'on a vu vraiment poser quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à de l'énergie qu'à de la technique. Reda, on ne parle pas que des matchs amicaux, on parle aussi d'un match officiel. C'était le match en éliminatoire de la CAN face au Cameroun. Qui ne comptait pas. Oui, mais pour le moment, il compte. Moi, je cherche des raisons d'être positif. S'il te plaît, ne m'esquinte pas. Parce que si tu me lâches, dans l'autre sens, alors j'essaie d'être positif. En tout cas, l'équipe du Maroc, c'est vrai. Hein, c'est des matchs qui sont très difficiles, ils sont mal placés. Les joueurs n'ont pas vraiment commencé leur saison en club. Il y a très peu de... Ça s'applique pour tout le monde. C'est toutes les équipes. Ça rend les choses difficiles à analyser. Par contre, il faut gagner comme disait notre ami Reda Hallel, l'ingénieur de service, mathématiquement, bien sûr, tout est encore possible. Mais effectivement, et vu la configuration de ce groupe, affronter le Mali et pourquoi pas prétendre à revenir avec 6 points serait le coup idéal. Absolument. Qui ne qualifierait pas, mais qui relancerait le Maroc dans ses éliminatoires. Mais on va déjà commencer par vendredi. Si tu arrives à prendre 3 points vendredi, ce serait déjà pas mal. Amine. Parce que le problème, c'est en fait, je pense qu'on a quand même ce genre de débat parce qu'on n'a pas de certitude concernant cette équipe. Oui, voilà. Et c'est ça en fait qui nous rend un peu dubitatif par rapport justement à toute analyse qu'on peut faire par rapport à ces matchs. Effectivement, je suis d'accord avec Reda. Aujourd'hui, commencez déjà par prendre les 3 points avant ensuite de voir 4 jours plus tard à Bamako comment ça va se passer. Mais le problème, c'est voilà, on peut le dire clairement, on a tous envie d'aller en Coupe du Monde. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas été. Seulement, comme tu dis si bien, le Cameroun, il n'y a pas longtemps, même si les matchs amicaux, la Hollande, effectivement, c'était bien, mais sans plus. Mais voilà, on n'a aucune certitude. On a quand même l'impression que notre quotidien récent avec cette équipe-là a été fait davantage de faits extrasportifs que sportifs. Ouais. Donc on est là un peu dubitatif. Je crois que c'est vraiment le bon terme. On est là effectivement, on peut dire que Renard a pris les meilleurs joueurs à sa disposition, très certainement. Il a animé de très bonnes intentions. On a une fédération qui pousse derrière, on a un président de fédération qui est très impliqué. On voit clairement qu'il y a de l'envie. Après, je pense qu'il faut un peu plus que de l'envie pour pouvoir faire une bonne campagne dans ce genre d'éliminatoire. C'est ça en fait qui nous rend un petit peu... Oui, moi je regardais un peu ce qu'on disait de nous. Chez les observateurs, que ce soit les observateurs du football africain, y compris chez nos adversaires. Hein. Et c'est vrai qu'on est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts, qui ne gagne pas beaucoup de matchs, mais qui est très difficile à battre. Voilà un peu la réputation qu'on a. Et Renard, ayant l'aura qu'il a, il n'a pas perdu depuis ces dernières... il a conservé au Maroc, fait peur à tout le monde. Voilà. Fait peur à tout le monde. C'est une équipe qui est compliquée à battre. C'est une équipe qui ne propose pas beaucoup de jeux, mais qui semble très très solide. Alors voilà, dans la formule de ces éliminatoires où il faut être premier, pas deuxième, c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Voilà, on va le voir comme ça pour être positif. Après, tu as beau être positif, mais ce qui, je pense aussi, a beaucoup desservi notre équipe nationale depuis très longtemps, c'est qu'on a toujours su juger
rarement sur pièce, mais surtout sur ses potentialités. Aujourd'hui, effectivement, quand tu vois l'équipe qui est prise par Renard, bon voilà, on commence à avoir des joueurs qui marchent bien, même à l'étranger pour ceux qui sont titulaires. On parle beaucoup de Ziyech aujourd'hui, d'un transfert éventuellement avant la fin. On parle d'Abn Atiya qui est la Juventus. On parle d'un Tnan qui revient bien à Saint-Etienne. On pourrait les citer un par un. Mais après, on n'a jamais réussi à trouver un tout cohérent. Reda le disait tout à l'heure, on a eu une jolie canne parce qu'on a eu une canne qui a joué sur l'envie et parce que les titulaires n'étaient pas forcément là. Parce que je ne sais pas si on aurait eu les mêmes résultats si tous les titulaires avaient été là. On n'a pas eu la plupart des talents, entre guillemets. Aujourd'hui, les Bouffels, ils n'étaient pas là. Donc elle est difficilement cernable. On ne peut pas la cerner, cette équipe. Je crois que je vous posais la question à Moussa, c'est compliqué, c'est très compliqué. Joueur de haut niveau. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai un petit doute sur la réintégration de deux joueurs qui étaient un peu en froid avec l'équipe nationale, qui sont Ben Atiya et Ziyech. Sachant que la plus grosse performance, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même la plus grosse performance du foot marocain au niveau national, c'était ce quart de finale, il faut remonter très loin pour avoir mieux. Elle a été faite sans Ziyech. Ziyech revient, Ben Atiya part et revient. Ben Atiya part juste après et revient. Est-ce que ces allers-retours, ça risque pas de fissurer l'ambiance? Voilà, un petit peu une idée de passe-droit. Voilà, je pose la question. Ouais, la question est pertinente, mais j'aimerais juste y ajouter une phrase. Je t'en prie, parfois ça arrive. Tout en essayant de laisser Moussa répondre. Bien sûr, mais j'aimerais juste la préciser parce qu'aujourd'hui, il parle de Ziyech, Ben Atiya, c'est très juste. Mais le retour aussi d'Amrabat et Tnan qui n'était pas là pendant la CAN. Ouais. Parce qu'aujourd'hui. Oui, mais Belhanda aussi, mais bon, moi je le compte moyennement, mais surtout Tnan qui risque d'être titulaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le retour de ces pseudo-cadres, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir, effectivement, comme disait Reda, un groupe un peu fissuré ou une dynamique, on va dire, un peu entravée? Ça dépend. Si par exemple l'équipe avait gagné un trophée, ça peut être mal vu par rapport aux joueurs qui sont là, mais là, c'est les joueurs qui étaient là avant. Ben Atiya, c'était le capitaine. Ziyech, c'est pas son talent qui est remis en cause. C'est tout juste qu'il avait un problème personnel. Donc là, tout est résolu. Je pense que, pour en revenir proprement au match, Jalal, le Maroc se doit de gagner pour ne serait-ce que voyager à Bamako tranquillement. Parce qu'en gagnant, c'est un adversaire potentiel que le Maroc élimine. Ouais. Il va rester à 1 point. Donc, ils vont être peut-être, c'est même pas sûr que. Voilà, ils vont être hyper démotivés pour le match retour. Et comme le match retour, c'est 2 ou 3 jours après, donc c'est une grosse chance. Ouais, absolument. Non seulement d'éliminer un adversaire, mais surtout de rendre le voyage à Bamako facile. En tout cas, parmi les hommes clés sur lesquels compte beaucoup Hervé Renard, malgré alors son temps de jeu, on va dire, famélique, pour être sympa, avec son club Osasuna. Et famélique, c'est juste pour être sympa, car Mounir Mohamdi, puisque c'est de lui qu'on parle, n'a pas joué la moindre seconde avec son club depuis la fameuse CAN depuis la CAN. Mais Mohamdi a toujours été au rendez-vous, le gardien de l'équipe du Maroc. Et il a toujours joué un rôle très très important au sein de cette sélection. Il s'attarde justement sur ce match crucial face au Mali et évoque aussi ce que Hervé Renard, on en parlait à l'instant, a apporté, selon lui, à cette sélection. Mounir Mohamdi. C'est un match très compliqué qui s'annonce face au Mali, qui est une équipe très dangereuse. Mais pour espérer se qualifier au mondial, il nous faudra les 3 points. Pour se qualifier au mondial, il faudra d'abord tout faire pour gagner au moins tous les matchs à domicile. Depuis l'arrivée du coach Hervé Renard, je pense qu'il a fait un excellent travail. Je pense que l'équipe s'est beaucoup améliorée et on l'a vu lors de la CAN. Voilà, donc comme le disait Mounir Mohamdi, l'équipe s'est améliorée et il parle et on capitalise, en tout cas on espère capitaliser sur cet état d'esprit. Elle s'est améliorée en termes d'état d'esprit, elle s'est améliorée en termes de combativité, elle s'est améliorée en termes de bloc, mais elle s'est pas améliorée sur des fois ça peut suffire. Oui, des fois, ça peut suffire. Moi, en tout cas, je suis obligé aujourd'hui, je suis obligé d'être optimiste, moi aussi. Mais oui, d'accord, mais parce que j'ai envie qu'on aille à cette Coupe du Monde. Si on met de côté le patriotisme, l'envie qu'on a d'aller en Coupe du Monde, qui est naturelle et qu'on a tous autour de cette table, qu'est-ce qu'elle nous a montré cette équipe? Est-ce qu'elle a progressé depuis l'arrivée d'Hervé Renard ou même avant? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie continuité? J'ai une autre question. Est-ce que la Tunisie est une équipe talentueuse? Non, c'est une équipe combative. Mais, le cas de la Tunisie, par exemple, qui est bien parti aussi pour participer à la Coupe du Monde, c'est laborieux. C'est laborieux, mais voilà. C'est vu Tunisie, Égypte, on va dire 2 cadres arabes. Alors, crois-moi, il y a bien plus de jeux que ça. Il y a plus de jeux. Mais de toute façon, c'est pas le sujet. Nous, on a nos standards à nous. C'est-à-dire, ce que je veux dire,
C'est que le talent pur ne suffit pas, surtout dans le cadre d'éliminatoires comme celle de la Coupe du Monde. C'est pas une question de talent, c'est une question de production de jeu. Tu vas aller en Coupe du Monde, on veut tous aller en Coupe du Monde, mais on a envie également de jouer au foot pour aller en Coupe du Monde. Reda, pour aller en Coupe du Monde, c'est des points qu'il faut chercher. Là, c'est la chasse. En général, la chasse au point. Là, tout à l'heure, tu parlais que cette équipe a évolué au niveau de la combativité, l'envie est là, le collectif est là. Est-ce qu'on peut dire tranquillement Je pense que l'avantage d'avancer un peu dans là, c'est que tu peux aujourd'hui avoir certains paramètres pour comparer. Moi, je me rappelle de l'équipe de 86. Je me rappelle encore beaucoup mieux, pour moi, de la meilleure équipe du Maroc, à mon sens, qui était celle de 98. Je me rappelle de l'équipe de 2004 et je me rappelle des équipes de ces dernières années. On n'a jamais eu des équipes qui pouvaient prétendre à gagner des choses extraordinaires. Mais à des moments de notre histoire, on a eu des équipes un peu joueuses qui nous donnaient du plaisir. Et certaines équipes étaient non seulement joueuses, avaient du talent, mais avaient aussi du cœur. Alors que là, on a quand même l'impression qu'on est en train d'osciller. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas une génération de joueurs doués? Ça vient comme ça. On les fabrique. Donc ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on n'a pas de génération de joueurs doués. Non, mais le problème, c'est pas ça. J'aurais pas cette question. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à assurer des relèves. Ça fait 20 ans qu'on ne forme plus. Ça fait 20 ans qu'on n'arrive plus à répondre à des aspirations. Et c'est ça qui me parle. Moi, je comprends là quand il dit je veux avoir un minimum de jeu. À un certain moment, on disait on devient gourmand avec le temps. À un certain moment, on disait Yarbé, on veut une équipe juste qui est du cœur, qui se bat sur un terrain. Oui. On a aujourd'hui une équipe on peut aujourd'hui demander un peu plus. Une équipe qui a du cœur et qui se bat sur un terrain, mais aussi une équipe qui a du talent et qui essaie de jouer et de produire quelque chose qu'on n'a pas encore. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'équipe. Ça, c'est fini. Non, la génération de... Mais c'est ça qui est horrible. Non, pas toi. Moussa, c'est mon idole de jeunesse. Je refuse d'entendre dire des choses pareilles. C'est terminé. Tu sais pourquoi? Non, c'est pas terminé. Je t'explique déjà. La génération de 86. Une équipe joueuse au Sénégal. Mais laisse ton idole, mais Amine, mais laisse ton idole de jeunesse s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Lui, il essaie de dire des choses pareilles. Amine, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? On se lève, on s'en va. Non, du tout. Parce que la génération de 86 et de 98 que tu parles, elle était à 100% locale. 100% local. Tu nous emmènes dans un autre livre. Non, je veux te dire que maintenant, avec les joueurs que tu as, avec les joueurs que tu as, avec les pros que tu as, c'est le résultat. C'est des joueurs qui, c'est des joueurs qui viennent à 3 ou 4 jours. Tu vas trouver quelle cohésion? C'est le résultat. Les gens, ils sont à la recherche de points pour se qualifier. Un carton pour Amine Rahmouni. 86, de 98, pour ne pas avoir laissé s'exprimer ton idole de jeunesse. En face. Il faut qu'on parle du Mali, de l'adversaire aussi. Juste un mot. On n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'on fait, on a une génération moyenne. Moi, ce qu'on demande, c'est du progrès. Voilà. Je pose la question gentiment. Elle est technique, elle n'a rien de patriotique. Est-ce qu'il y a un progrès sur le plan du jeu? Pas de l'esprit défensif, pas de la cohésion, pas de la hargne. Est-ce qu'il y a un progrès au niveau de la construction du jeu entre les 4 ou 3 derniers sélectionneurs? Moi, je trouve que non. Peut-être que je me trompe. Oui. Même qu'en 2012, peut-être que si vous regardez le Maroc-Tunisie de Guéretz, vous trouverez que le ballon circule mieux qu'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, sauf que les sélectionneurs, maintenant, on leur demande de gagner, Reda. Oui, et je pense, si on fait un sondage, Reda, et toi le premier, est-ce que vous voulez qu'on gagne ce match ou qu'on fasse un super match? Il faut le gagner. On peut très souvent. Ça c'est sûr que ça serait super qu'on gagne ce match. Et qu'on fasse de la meilleure manière possible. Malheureusement, en général, ça vient ensemble, quoi. En tout cas, ça change bien qu'on gagne des matchs. En face, il y a les Aigles du Mali. Qui ne se présentent pas non plus à Rabat dans les meilleures conditions. Plusieurs cadres manquent à l'appel et Alain Giresse, le sélectionneur du Mali, est appelé à faire un petit peu de bricolage pour mettre sur pied une équipe face à cette sélection marocaine. On écoute Alain Giresse. Les circonstances actuelles de nos joueurs, de constater que nous avons des blessés, Bakary Sako, Ousmane Koulibaly, Salif Koulibaly, Cheikh Diabaté notamment, même Adama Traoré. Donc voilà, ces éléments-là nous ont obligés donc à rajeunir le groupe. Au final, ça fait un groupe plus jeune, moins expérimenté, et dans ce genre de match, face à des équipes justement qui le sont, c'est toujours un petit peu dommage que justement on précipite des jeunes. Voilà, donc ce que dit Alain Giresse, beaucoup d'absents et il va lancer dans la bataille des jeunes dont certains vont débuter. C'est un match crucial aussi pour les Maliens parce que une défaite à Rabat et ils sont complètement sortis du... Ce qui pourrait nous arriver de mieux. Ils jouent leur avenir à Rabat vendredi. Ils ont un point, donc
une défaite les élimine définitivement. Donc voilà, d'où l'importance de bien se comporter pour eux aussi. Maintenant, par rapport aux absences, je pense que voilà, ça fait partie du lot des sélectionneurs. Donc le Mali n'est pas au mieux, la dernière CAN l'a démontré, Giresse n'est pas au mieux aussi à Bamako, il faut le dire. Donc voilà, ces 2 matchs vont être hyper cruciaux, non seulement pour le Mali, mais surtout pour lui. Parce qu'il y a un côté un peu dos au mur, même physiquement. Plus que dos au mur, ils sont à un point. Ils ont un point. Il est dos au mur au sens propre comme au sens figuré. Voilà, exactement. Il se plaint l'attitude des binationaux. Une défaite les écarter définitivement. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible, si tu fais un scénario super. Vendredi. Voilà. Super optimiste pour le Marocains. C'est que si jamais tu arrives à prendre 3 points vendredi, ça pourrait basculer dans la crise et avoir un retour. Ce que disait Moussa, effectivement, tu prépares au mieux ton match. Et en plus, avec une crise également, avec énormément de joueurs qui n'ont pas répondu à l'appel. Voilà, mais je pense, voilà, le Mali n'est plus l'équipe qu'elle était. Le Maroc n'est pas encore l'équipe qu'on voudrait. Voilà, le Maroc, quand tu vois les joueurs, après ils ont un joueur, il s'appelle Roménigué, qui est à Lille, un joueur du FC Porto, un joueur du FC Nantes, mais tout le reste c'est des clubs de moyens de Ligue 1 moyenne ou de seconde zone. Donc l'équipe du Mali n'est plus l'équipe qu'elle était, et l'équipe du Maroc n'est pas celle qu'elle voudrait devenir. Il faut s'attendre à avoir un bloc bas, costaud. Ça bien exactement. Donc après ça reste. Après, ils vont finir par craquer, comme il dit Amine. C'est plus le Maroc des Mamadou Diarra, Djila, des Seydou Keita, le Mali. Des Seydou Keita et tout. Donc ça reste 2 équipes qui jouent ensemble plus ou moins, et qui ont aussi des effectifs jeunes. Donc voilà, c'est super indécis. Mais ils sont en gros danger ici à Casablanca. Ils sont en gros danger, voilà. Donc en fait, vous voulez dire que c'est une bonne chose que le match aller se joue chez nous et que le retour se joue. Ils ont un point. S'ils perdent, ils restent à 1 point. Donc pour eux, c'est terminé. En tout cas, cette rencontre représente aussi, à mon sens, un double défi pour le Maroc. Le défi technique, footballistique, on en a parlé. C'est aussi le premier match international organisé par le Maroc depuis l'annonce de la candidature à l'organisation de la Coupe du Monde. On s'attend à ce que l'organisation soit parfaite, et on s'attend surtout, puisque c'est un tournant, à une fête populaire, à ce que le complexe Moulay Abdellah, même si ce match, en tout cas même si ça peut être aussi un élément positif, est organisé le jour de l'Aïd, ça sera une belle soirée footballistique. On s'attend à ce que le public soit là pour soutenir cette équipe du Maroc, parce que le public a aussi un rôle à jouer. Et s'il y a un moment où il faut qu'il le joue ce rôle, c'est bien vendredi soir. Oui, mais bon, après, comme tu dis si bien, ça double tranchant, c'est Narleïd. Est-ce que Narleïd, les gens sont disposés, vont peut-être aller voir du foot? Est-ce que Narleïd, est-ce que Narleïd, les gens ne sont pas dans leur famille, même ceux qui sont sur abord? Enfin, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on verra bien au niveau de la vente de tickets. Maintenant, je ne pense pas que ce genre de match conditionne quoi que ce soit par rapport à la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a un match à gérer au jour le jour. Je pense que le public commence à revenir, mais vraiment petit à petit. Voilà, on verra samedi. Ce qu'on doit savoir, c'est que ce match-là, effectivement, est très important pour l'avenir du Maroc dans ses qualifications en Coupe du Monde. Maintenant, est-ce que ce public suivra? Est-ce que l'amour, parce que j'ai pas envie de parler des amours, j'aime pas ce mot-là, je trouve qu'il est un peu fort, je veux dire. Est-ce que l'amour, éventuellement, commence à revenir suite à une campagne africaine qui a été relativement réussi? Ça, on le verra vendredi. En tout cas, on sent une mobilisation, les amis, on sent une mobilisation, c'est-à-dire au niveau de l'équipe nationale. On sait qu'Hervé Renard fait des efforts, on ramène, il fait des efforts en termes même de communication, il sort, il communique davantage, il s'ouvre. On sent aussi que ça vient dans une dynamique positive dans le football marocain, mais c'est pas que moi qui dis ça, c'est que l'équipe du Maroc s'est qualifiée pour le CHAN, les équipes marocaines sont dans les compétitions continentales, l'équipe du Maroc a gagné, les équipes, même la francophonie, même si c'est un tournoi mineur de chez mineur, mais on sent... La francophonie, j'ai gagné la médaille d'argent. Mais en tout cas, on sent... 4 nations. Non, 2005. En 2005, au Niger. Mais au niveau musical, avec Ova. Donc, peut-être qu'il ne faut pas, à mon sens, rater ce virage. Je suis d'accord avec toi, Jalal. Je pense que le public, non seulement ils vont répondre présent, parce que voilà, il y a une envie, il y a déjà le Maroc qui est au devant des projecteurs par rapport à beaucoup de choses, aux organisations auxquelles le Maroc, en tout cas, se bat pour être présent. Donc les gens vont,
les gens vont les regarder. Donc le public va venir présent malgré l'Aïd et tout, malgré les craintes d'Amine, pensant que les gens vont... J'ai pas de crainte, moi j'adore. Moi je vais essayer d'y aller parce que je suis invité par mon ami Jalel, qui insiste beaucoup pour m'avoir à ses côtés, donc très certainement et parce que, accessoirement aussi, tu es journaliste et que tu es commentateur de... Non, mais il fallait que je te jette une fleur, c'est le patron, on reprend l'émission, il faut que je te brosse dans le sens du poil. Maintenant, comme on dit toujours, il n'y a pas d'amour avec des preuves d'amour. Ouais. Elle est jolie cette phrase. Hein, pas mal, franchement pas mal. Mais je te retire le carton. Merci. Pour ça, je te le retire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que cette équipe nationale regagne le cœur des Marocains, il faut que cette équipe nationale, à mon sens, encore peut-être que je me trompe, se rapproche un peu plus des Marocains. Il faut qu'elle sorte de sa tour d'ivoire. C'est pour ça que j'ai opiné du chef. Le chef, c'est moi, comme ça. Quand tu dis qu'effectivement, M. Renard fait des efforts, pour moi, ce n'est pas des efforts, ça va dans le cadre de son job. Oui. Aujourd'hui, que M. Renard communique plus, c'est bien, il doit le faire. Mais cette équipe nationale doit sortir sa tour d'ivoire. Cette équipe, tout à l'heure, on n'a pas voulu rebondir sur ce débat que j'aime pas beaucoup sur les joueurs du cru et les binationaux. Mais effectivement, aujourd'hui, les joueurs d'avant, enfin, pas aujourd'hui, les joueurs d'avant, on se sentait proche d'eux, ils étaient véritablement proches de nous. Donc, il y avait une certaine cohésion. Maintenant, rien n'empêche ces joueurs-là, aujourd'hui, qui effectivement ont démontré leur combativité à la CAN, de se rapprocher encore davantage de ce public, d'aller vers lui. Ça lui coûtera, il verra que ce public est plein d'amour et il le lui rendra. Plus effectivement le public reviendra. Mais on ne va pas se lancer dans ce débat alors qu'il reste 30 secondes dans cette première partie. Je dis juste que si vous voulez que le public vienne, il faut aller vers lui aussi. Reda, pour 30 secondes, le mot de la sagesse. Le mot de la sagesse pour l'ingénieur. Le mot de la fin. Non, le mot de la fin. Le mot de la fin pour l'ingénieur. Tout le monde est un peu en position d'attente. C'est vrai que malgré la CAN, il y a un petit déficit, il y a une distance qui s'est créée, qu'on le veuille ou non. Voilà, elle peut être comblée par pas seulement des victoires ou des points, mais également un petit supplément d'âme. Voilà, il y a quelque chose à faire. On sent bien qu'on est dans un déficit, que ça peut repartir très vite, mais il faut faire quelque chose pour. Voilà. En tout cas, on va rester. Oui, Amine. Non, juste voilà, un capitaine un peu plus chaleureux, un peu plus voilà, juste. De l'échange. Ils viennent vers nous, on ira vers eux. De l'amour. Mais de l'amour. La dernière canne, les gens, je pense que les gens un peu plus d'amour, et éventuellement une victoire vendredi face à cette sélection malienne. Restez avec nous les amis, on va se retrouver dans un très très court instant pour la seconde partie du club. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club consacrée en grande partie, on va dire, aux éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2018. On a évoqué le choc Maroc-Mali, on va parler des autres sélections, bien sûr ces éliminatoires qui reprennent. Et avant de commencer d'en débattre, moi je prends la route tout seul de Tanger à Rabat. Mes amis, ils ont la chance de venir tous ensemble et de préparer l'émission ensemble. Et Reda et Amine, qui sont à chaque fois très sérieux au niveau de la préparation de l'émission, ont eu un super coach pendant au moins 1 heure sur la route, c'est Moussa Ndao. Et là donc, ils savent tout, absolument tout de ces éliminatoires. Et on va parler avec bien sûr notre spécialiste Moussa Ndao, des sélections qui sont bien parties pour décrocher ce précieux sésame, cette qualification pour la Coupe du Monde. Et les deux mieux placés, c'est l'Égypte et le Nigeria. L'Égypte et le Nigeria qui, en cas de double victoire dans leurs 2 prochaines sorties, ils seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Moussa. Ben ouais, on peut le dire, l'Égypte est déjà dans le groupe E. Qui a 6 points, de même que l'Ouganda, et qui rencontre l'Ouganda 2 fois. Donc ça veut dire que le vainqueur de cette double confrontation prendra une option sérieuse, en tout cas pour la qualif. Il y a le groupe du Nigeria aussi, un explosif Nigeria-Cameroun. Le Nigeria 6 points aussi, donc qui joue le Cameroun en aller-retour et qui peut aussi, après ces 2 matchs, prendre une option sérieuse. Mais il y a l'autre poule qu'on a oublié, c'est la poule A de la RDC. Avec la Tunisie, ils ont 6 points tous les 2. Ouais. Et donc déjà, dans cette poule aussi, la RDC peut en tout cas jouer des rôles et surtout poser des problèmes à la Tunisie avec une double confrontation directe. Exactement, ils jouent tous les deux. Le vainqueur de ce groupe et celui qui va se qualifier sortira de cette double confrontation entre la RDC. Dès jeudi, la Guinée va jouer contre la Libye, qui sont quasiment éliminés. On peut quand même insister sur le fait que c'est une injustice totale d'avoir que 5 places en Coupe du Monde. Quand tu vois toutes ces équipes qui risquent de sauter. Par exemple, Nigeria et Cameroun, voilà, il y a 2 belles équipes africaines.
grâce très à, belles équipes africaines. grâce à monsieur 48 matchs, Gianni bon, Infantino, effectivement. on va passer à 48. J'aimerais bien revenir avec vous sur le cas égyptien, parce que l'Égypte qui domine le continent au niveau de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, par rapport à la Coupe du Monde, l'Égypte n'a été que très rarement en Coupe du Monde, 2 fois. En fait, une fois lors de la première édition, elle ne s'est pas qualifiée. La seule fois où l'Égypte s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, c'était en 90 en Italie et une élimination dès le premier tour. Mais là, franchement, ça fait plaisir de retrouver l'Égypte qui, contrairement à cette équipe du Maroc, dispose d'une génération très sympathique avec d'excellents joueurs et notamment un fer de lance, c'est Mohamed Salah, Al-Nini et les autres. Pour revenir sur ce que tu disais, l'Égypte très vite, très tôt, s'est positionnée comme un ténor du foot africain, déjà en accueillant le siège de la CAF au Caire, au moment où c'était considéré au Maroc comme quelque chose de pas très important. L'Égypte, c'est simple, tu avais un gros club, Ahli, un deuxième, Zamalek, qui est peut-être moins huppé, mais et qui tournait une énorme expérience africaine. C'est que le joueur égyptien, quand il arrive en CAN, il y a déjà 20 ou 30 matchs en Afrique. Alors que nous, on est encore en train de gémir sur Edrel et compagnie, de considérations un petit peu arrogantes. Mais c'est vrai, vous n'étiez pas du tout dans ce monde-là de considérer que... Non mais c'est vrai, on a encore ça en 2017 chez certaines personnes qui considèrent l'Afrique comme un tout un peu tu vois, un peu étrange. Donc voilà. Gémir sur Edrel, je retiens. Et eux, non, ils étaient dans autre chose. Ils vont chercher des Ligues des Champions, et le numéro 1 au niveau africain, je pense qu'ils en ont 5 ou 6. Enfin bref, etc. Il y a toute une attitude qu'on a mis beaucoup de temps à avoir. Nous, on a privilégié la Coupe du Monde. Pas seulement par positionnement, même y compris géographique. C'est-à-dire qu'on a demandé plus de fois la Coupe du Monde que la Coupe d'Afrique. Ouais. Il faut le dire. On estimait, il y a énormément de gens au Maroc qui, à l'époque où il y avait feu le tournoi Hassan Khamis, Mohamed V, il y avait des gens qui estimaient qu'on n'avait rien à faire en Cannes parce qu'on avait ce tournoi qui était d'une meilleure qualité. Il y a énormément de choses qui sont passées comme ça, qui ont fait qu'il y a eu cette distance-là qui n'a pas eu lieu avec l'Égypte et qu'aujourd'hui on rame derrière. Voilà. Mais sauf que pour l'Égypte, ça peut être une anomalie. Le fait de s'imposer en Afrique, de gagner énormément de Coupes d'Afrique, je pense que c'est un des pays les plus titrés. Et voilà, et ne se qualifier que 2 fois en Coupe du Monde, alors que les éliminatoires, c'est avec des équipes africaines qu'ils jouent. Ça peut être étrange. Ça peut être une anomalie. Par contre, l'Égypte, si vous regardez bien l'Égypte, il y a quelque chose qui est impressionnant. C'est que c'est une équipe qui a un véritable style de jeu. On a l'impression qu'il traverse les générations. C'est-à-dire que vous pouvez... C'est pour moi une des rares sélections africaines où si tu couvres les visages et les maillots, tu reconnais l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rigueur tactique incroyable. C'est une équipe qui s'appuie sur 2 équipes, Zamalek et Ali. Mais même à travers les âges, c'est-à-dire que de la génération Aboutrika à la génération Mohamed Salah, tu as toujours l'impression que le joueur égyptien, il sait quoi faire sur le terrain. Mais tous, tout le temps. Tu as un mode opératoire qui a très largement porté ses fruits. Pourquoi le changer? Je ne veux pas le changer. Je note juste qu'ils ont bien travaillé. Et que c'est... Voilà. Et aujourd'hui, ils ont, comme tu l'as très bien dit, une superstar de Liverpool. Même sans pour autant être flamboyant, cette année, ils ont été en finale de la Coupe d'Afrique. Ils passent comme ça, ils passent contre le Maroc qui craque. Parce que techniquement et tactiquement, c'est un petit peu les Italiens du continent. C'est un peu les Italiens, du continent. La culture de la victoire, cette espèce cette culture de la victoire, de grandir là-dedans, c'est ce qui nous manque beaucoup. En tout cas, le Nigeria, l'Égypte, bien parti. Le Cameroun et l'Algérie, ça risque d'être très compliqué. Quid alors du Sénégal de mon ami Moussa Ndao, le Sénégal, qui lui aussi a encore sa petite chance quand même. Ils ont une petite chance. Ils ont une grande chance. Pas même. Non, une petite, ils sont 3e. Il y a le Burkina qui est. Même pas. Mauvais œil. Il y a le Burkina qui est 1er, l'Afrique du Sud 2e. Par contre, le Sénégal joue le Burkina 2 fois. Les points, 4 points pour le leader Burkina Faso, 4 points pour l'Afrique du Sud. Oui, sauf que le Burkina joue le Cap-Vert. Oui, il faut déjà rappeler aux gens l'affreuse erreur d'arbitrage qui permet à l'Afrique du Sud de battre le Sénégal. Ouais, c'est une erreur, je pense que tu l'arbitre a été radié. C'est un vol. C'est un vol. C'est pas ça une erreur, c'est un vol. Pour en revenir au Sénégal, ils savent que il leur faut gagner le match super important contre le Burkina et puis aller négocier à Ouagadougou le second match et puis
ensuite jouer la finale contre l'Afrique du Sud, Vous qu'ils avez vont une génération recevoir à exceptionnelle, ça qu'ils serait vont quand même recevoir à tellement Dakar. dommage que vous Bah ayez ouais. la Coupe du Monde. Bah oui, c'est une Ça serait génération un exceptionnelle. énorme ratage de ne pas Sadio voir Mané le Sénégal. D'où encore cette injustice d'avoir seulement 5 équipes africaines en Coupe du Monde. Tu peux pas demander Oui, que mais il ce faut soit le les mériter finales, aussi. hein. Pour aller au mondial, il faut le mériter aussi. Voilà, exactement. Mais moi, je vais regarder avec beaucoup d'attention les performances de mon ami Sadio Mané, que j'adore. Je trouve que c'est la superstar du début de la Première Ligue. Ah, tu parles de Liverpool? Oui, je parle de... Non, mais je vais regarder ses performances parce que ça fait très longtemps pour moi qu'on n'a pas vu dans C'est une le pépite, c'est un continent. diamant, c'est une On n'a pas vu pépite. dans le continent un joueur de cette qualité et qu'on n'a pas vu un joueur de cette qualité avec le même niveau de performance en club et en sélection. J'attends vraiment ça parce que j'ai le cœur déchiré quand il a loupé son... Il faut rappeler, Reda, que Sadio Mané revient d'une blessure grave. Et là, dès la reprise, il est en grande forme. Les amis, donc on va refermer ce chapitre africain. Revenir et évoquer bien sûr les championnats de football en Europe et ce mercato surtout qui va se clôturer ce jeudi. Un mercato mais fou. Hein. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu autant. Le Barcelonais, voilà. C'était Coutinho, pas encore. Exactement. Barcelone, Coutinho pas encore, mais par contre, merci pour la transition. Voilà, j'adore ça. Dembélé, c'est fait. Il va donc jouer peut-être le prochain match du Barça. Ça sera le 9 septembre face à l'Espagnol. Et il aura la lourde mission, notre ami Dembélé, je rappelle, 20 ans. Il y a 2 ans, il jouait en CFA. Il aura la lourde tâche de succéder à Neymar. Et surtout, il aura la lourde tâche de porter le numéro 11 et surtout ce statut du joueur le plus cher de l'histoire de qui? Du FC Barcelone, de l'un des plus grands clubs européens. On écoute Dembélé et on en parle juste après. Je suis très content d'être ici devant vous. Voilà, l'un de mes rêves s'est réalisé en signant ici à Barcelone. Maintenant, je suis très content d'être ici. Mon objectif est de bien m'intégrer dans l'équipe, de gagner le plus de titres possible. Voilà, et de bien m'intégrer dans cet effectif, dans ce club. Puis voilà, je suis très content de jouer dans le meilleur club du monde. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, voilà, je regardais les matchs du FC Barcelone. Et puis voilà, c'est devenu un rêve qui est devenu réalité. Puis voilà, j'ai toujours regardé les matchs, j'ai toujours regardé comment ils jouaient, comment ils jouaient le FC Barcelone. Puis ils gagnaient beaucoup de titres, beaucoup de Champions League et de Liga. Puis voilà, ça m'a plu et ça a été mon rêve depuis tout petit. Voilà, son rêve depuis tout petit. Ousmane Dembélé qui est un petit peu sénégalais comme c'était à chaque fois. Notre ami Moussa Ndao, est-ce qu'à 20 ans, on peut supporter une pression pareille, arriver après Neymar, même si lui il se défend, il dit moi je ne suis pas là pour remplacer Neymar. Neymar est sur une autre planète. Pareil, et surtout, 20 ans, ces sommes astronomiques pour quelqu'un qui n'a pas une énorme carrière derrière lui. Hein. C'est un jeune débutant. De toute façon, il n'a que 20 ans. Bah ouais, ça va être extrêmement compliqué pour lui. Déjà, c'est par rapport au bruit qu'il y a eu pendant son transfert. On se rappelle tous qu'il ne s'entraînait même plus à Dortmund. Il a failli aller à Dakar en leur disant que si vous ne me libérez pas, je vais chez mon grand-père au Sénégal. Tellement que voilà, le gamin voulait partir. C'est la deuxième fois qu'il fait un bras de fer. Il avait fait un bras de fer également avec Rennes pour aller à Dortmund. Alors, et pour information, c'est pas une passade. C'est-à-dire que Barça avait déjà manifesté son intérêt l'année où il était parti à Rennes. Je sais pas. Dortmund. À Dortmund, voilà exactement, de Rennes à Dortmund. Moi, je suis un petit peu inquiet, sincèrement. J'ai l'impression que. C'est trop de responsabilité sur ses épaules. C'est un gamin. Il était il y a 2 ans, il était méconnu. De Rennes, il a été transféré à Dortmund pour moins de 15 millions. 2 sélections. 7. Pour moins de 15 millions, il a été transféré à Dortmund. 15 millions. Et en une année, 150. Ça peut être même 120 millions. Très honnêtement, moi, je vois par exemple la jurisprudence Drogba. Drogba, quand il passe de la Juventus à Manchester et qu'il devient donc le... Juventus. Pogba. Pogba, ouais. Pogba. Quand il passe de la Juventus à Manchester... Quand il passe de Manchester à la Juventus. Non. Quand il passe de la Juventus à Manchester, quand il fait le chemin inverse, donc qui devient le joueur le plus cher du monde, enfin du moins transfert le plus cher du monde, sa première année à Manchester a été une horreur. Et pourtant, on parle de Drogba, qui avait
Pogba. Pogba, oh là là, mais Voilà, Pogba. C'est Voilà, sa faute à lui, là. On parle de sa faute. Voilà. On parle de Pogba. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a joué en Ligue des Champions. Non, pas de carton. Non, pas de carton. Pas de carton, non. Donc c'est un monsieur qui a joué des Ligues des Champions, c'est un monsieur qui avait un statut à la Juventus, c'est un monsieur qui savait ce que c'était que le star system. Et qui, malgré ça, a fait 6 mois très difficiles à Manchester. Ouais. Et je me rappelle, dans les médias, il passait son temps à dire, bon, on oublie cette histoire de pognon, ce n'est que de l'argent, ça n'a pas d'importance. Bref, c'est très compliqué. Et c'est un monsieur qui pourtant était initié à la chose. Imaginez ces gamins-là. Ouais. Imaginez qui passe justement de 20 millions, de 5 millions, de 4 millions à 120, 130, 140 millions. Mais ça va être une horreur. Mais c'est un gamin. Ça va être vraiment une horreur. Et lui, en plus, le Dembélé, non seulement il passe effectivement, le gap financier est extraordinaire, mais aussi le gap sportif parce qu'il va devoir passer après Neymar. Pogba est passé après personne à Manchester. C'était juste l'argent. Tu as l'argent et le sportif. Après Neymar et à côté de Messi. Et à côté de Messi. C'est ça. Mais moi, je pense qu'il va le sauver, c'est sa jeunesse. Et son insouciance. Parce qu'il il a un talent aussi. Personne. C'est un joueur ultra talentueux. Oui, heureusement. Tout le monde le voulait. Hein. Jalel, à ce prix-là, je pense que c'est un minimum qu'il soit talentueux. Mais si on prend un peu de recul, toute cette inflation aujourd'hui. C'est ça qu'il n'y aura pas le recul. Non. Toute cette inflation aujourd'hui vient du PSG, un peu de City qui a animé également qui a commencé le mercato en posant des sommes folles sur des défenseurs. Enfin, en résumé, des Émirats et du Qatar. C'est ce qui donne cette impression un peu de folie, d'inflation et d'argent qui coule à flot. Si on regarde bien ce que fait aujourd'hui le Barça, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont trop d'argent par rapport à l'offre. Ouais. Voilà. Dybala ne veut pas venir, Coutinho traîne les pieds, on prend Dembélé, mais on a un chèque de 220 millions dans la poche, celui du PSG, tout le monde le sait. Donc c'est comme quand tu vas dans un bazar et que tu parles en français et que tu demandes le prix des babouches, c'est 3 fois le prix de Blarbi. Hein, voilà, c'est tout. C'est exactement ce qui se passe avec Dembélé. En tout cas, donc Dembélé qui signe, Coutinho qui se rapproche, on parle même de Di Maria qui Di Maria qui pourrait rejoindre également Barcelone. Il reste 2 jours avant la fin du mercato. Je peux faire une petite remarque. Mais il y a pire que Dembélé. J'aimerais beaucoup, un jour, je sais, personne, c'est pas une parole qui va remonter jusqu'à les hauts responsables de la FIFA, mais il serait vraiment salutaire pour le foot que le mercato soit plus court. Ouais. Voilà. Et que le mercato soit plus court et n'interfère pas sur les matchs. Exactement. C'est-à-dire qu'on finit les transferts et on commence à jouer au foot. Exactement. Tu peux commencer à jouer ta saison dans une équipe, faire 3-4 matchs, 5 matchs, t'imprégner et changer d'équipe. Et la suppression de ce mercato d'hiver qui est une hérésie et qu'on s'arrête à la fin de la saison. Je suis pas d'accord avec le mercato d'hiver. Moi, je pense que le mercato d'hiver pour des joueurs qui peuvent se relancer, c'est pas une si mauvaise chose. On ouvrira le débat lors de l'une des prochaines éditions. Là, on voit bien qu'on joue sans jouer. Coutinho est à Liverpool, il passe sur la liste. Il a mal au dos avec Liverpool, voilà. Mais il est. Dembélé a fait la gueule à Dortmund, mais tu viens d'avoir Coutinho et Liverpool pour ta transition. Voilà, un Coutinho pour Liverpool. Merci les amis, Liverpool, qui n'a fait qu'une bouchée grasse, notamment un très bon Sadio Mané. Un excellent Sadio Mané, 4-0. Et il était présent à Anfield pour ce match. Thierry Henry a même dit qu'il voulait quitter carrément le stade et qu'il affirme aussi avoir eu honte de son équipe. L'équipe de son cœur, l'équipe d'Arsenal. On écoute Thierry Henry, qui est aujourd'hui l'un des consultants les plus chers, comme vous d'ailleurs, et les plus 5 millions de livres par an. reconnus en Angleterre. On écoute Thierry Henry. Today, listen, that was unwatchable. At one point, I wanted to leave. Aujourd'hui, c'était irregardable. J'avais partir, c'était douloureux, je me mets à la place de ces supporters qui ont payé leur ticket. C'est toujours la même chose, je ne me sens plus lié à ce club, je pense que les supporters non plus, et ça c'est un problème. It's a very big problem. Avec Wenger, ce que je vois. Et pourtant, il y avait des relations quasiment filiales avec Wenger. Relations filiales, au début. Au début, mais là, à la fin, il l'a jeté. Bah oui, il a voulu revenir. Il l'a jeté. Je crois qu'il est sur le banc. Il entraînait. Sur le banc de la Belgique. Oui, il est l'adjoint du sélectionneur belge. Mais qu'il était à Arsenal. Il était entraîneur de catégorie des jeunes, mais il s'est fait interdire l'accès par Arsène Wenger. Mais je pense qu'il y a il n'y a pas que de la rancune, mais il y a des parts de vérité dans ce qu'il dit. Les histoires d'amour finissent toujours mal. Non, mais c'est même pas ça. Là, c'est plus le cœur qui parle aussi. Arsenal est mal. Ben non, depuis quelques années, Arsenal est mal. C'est dur.
Le problème, c'est que voilà. Non, mais là, coach, il vise directement Wenger. Justement, il a raison, le coach doit partir. Ça fait longtemps. Il est sur la sellette, il doit partir. C'est terminé, plus de 20 ans. Wenger, il n'avance plus. 20 ans, il n'avance plus. Donc quand il a joué à Arsenal, il se voit son équipe se le faire laminer comme ça sur le terrain. On va le rappeler, il faut sans arrêt Club le rappeler. qui n'a rien gagné depuis 10 ans. Et 10 ans, c'est pas vrai. Il a gagné de l'argent. Il a gagné de l'argent. Bah oui, mais après, quand tu as une dichotomie entre écoute, le cas de Monaco, il gagne énormément d'argent, mais il gagne aussi des titres. Ouais, mais Monaco, c'est tout récent à gagner de l'argent. C'est depuis la loi politique il y a 2 ans. Le problème, c'est la façon dont Arsenal a perdu. Des joueurs inexistants, il n'y avait aucune réaction, ils n'y étaient pas. Ils perdent 4-0. Tu as joué au football à haut niveau et longtemps, des matchs sans, ça peut arriver à toutes les équipes du monde. Le Brésil s'est pris 7-1 domicile en demi-finale de Coupe du Monde, les gars. Parce qu'ils étaient nuls. Un petit peu. Parce que l'équipe du Brésil était nulle. Des jours sans. Les Brésiliens étaient nuls. Le grand dans cette Coupe du Monde. Les Brésiliens étaient nuls, c'est déjà qu'ils étaient en demi-finale, mais ils étaient nuls. Quand tu es dans un jour sans, il n'y a personne au Brésil qui doute de l'implication des joueurs brésiliens. Personne au Brésil. Il n'y a pas de jour sans Arsenal. Arsenal, ça fait des années que ça dure. L'entraîneur a fait son temps, ça fait plus de 20 ans. Au moins, tu essaies de courir au maximum. Regarde le remplacement défensif sur le 3e et 4e but. Regarde à quelle vitesse les joueurs reviennent vers leur but. Mais quand tu as quand tu es dans un jour sans, tu peux au moins courir. Arsenal, ça fait 20 ans que ce coach-là, il est là. Ça y est, c'est terminé. Il a fait son temps, il faut qu'un autre vienne. Il a signé pour 2 ans encore avec Arsenal. En écoutant une émission de radio française, j'ai appris que quand Arsenal avait contracté son prêt pour construire son club, les banques avaient demandé comme garantie qu'Arsène Wenger signe un contrat de 5 ans. C'est-à-dire qu'Arsène Wenger, les banques, oui, pour garantir le prêt. Donc la présence d'Arsène Wenger, jusqu'à il y a encore pas si longtemps, était considérée comme un gage de solvabilité pour l'équipe. C'était quelqu'un qui fait gagner de l'argent à son club. Et c'est tout ce qui compte pour le board aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, les gars. C'est plus le cas. Voilà, pourquoi ? Parce que ce n'est pas à cause du 4-0 à Liverpool, c'est à cause de leur absence de la Ligue des Champions. Et c'est elle qui va faire chuter Wenger. Elle est préjudiciable financièrement. Parce qu'ils ont pris des 8-2 l'année dernière contre Manchester. Et surtout, le club d'Arsenal aujourd'hui. Arsenal n'est plus attractif. N'est plus attractif même pour les joueurs. Mais aujourd'hui, il est en train de. Il ne peut plus recruter. Il veut partir, leur meilleur joueur, Sanchez. Voilà. Tu dis ça par rapport à Arsenal ou à la vieillesse? La vieillesse, c'est un naufrage. En tout cas, Jalel, ce que tu dis est très juste. Maintenant, à ce niveau de football, de compétition, le seul baromètre. Pourquoi vous attendez à chaque fois la fin de l'émission pour être sympa avec moi? Parce que c'est la fin du mois, tu nous payes. Ce n'est pas la fin de l'émission. On est le 29. Ah ouais, on est le 29, ça c'est aussi. Et c'est l'Eid, là, ouais. C'est l'Eid en plus. Non, plus sérieusement, le seul baromètre à ce niveau de compétition, c'est la Ligue des Champions. Parce que c'est beaucoup d'argent. Au niveau des droits télé, au niveau des droits télé, toutes les équipes anglaises gagnent beaucoup. Voilà, très certainement. Et juste rappeler une chose par rapport à quand il parlait des banques. Il y a 4-5 ans, tous les clubs du Big Four étaient endettés à hauteur de 350 à 500 millions d'euros de livres. J'ai plus. Tous les clubs, sauf Arsenal. Et ça aussi, ça joue beaucoup. En tout cas, un autre grand club européen. Les gens, ils veulent des titres, ils veulent pas du pognon. Du pognon, ils en ont. Arsenal, les gens, ils veulent des titres. Ils gagnent des charités. Les gens, ils veulent des titres, ils veulent pas du pognon. Du pognon, ils en ont. Surtout pour Arsenal, ça n'avance plus. Le public. J'aimerais bien qu'on parle aussi du naufrage d'un autre grand club, en tout cas populaire. Un club populaire, parce que grand, il ne l'est plus. C'est Marseille. Marseille qui s'est pris un 7. 6-1 face à Monaco. Et les dirigeants de Marseille qui ont eu un peu tort de vendre ce projet, le Champion Project, le projet des champions avec le recrutement, surtout de vieilles gloires. Patrice Evra de la saison passée, Luis Gustavo, Adil Rami aussi cet été, le retour de Mandanda, merci de me le rappeler, une équipe qui est loin en tout cas de faire l'unanimité et de ramener un peu de sérénité, parce que c'est ce qu'ils attendaient aussi, les dirigeants de Marseille au stade Vélodrome, une lourde défaite. Et l'entraîneur, Rudy Garcia, l'affirme haut et fort, il est responsable de cette énorme débâcle. On l'écoute. Non, c'est de ma faute, je n'ai pas fait la bonne composition d'équipe. Quand on met une équipe en place pour ne pas prendre de but et qu'au bout de 2 minutes, on est mené 1-0, après c'est compliqué de revenir dans le match. Après, j'oublie pas quand même qu'on a pris 2 coups francs excentrés, 1 corner, 2 pénaltys, 5 coups de pied arrêtés encaissés ici. On savait qu'ils avaient marqué 50% de leur but sur ces phases-là. J'avais mis aussi l'équipe la plus athlétique,
pour répondre à ça. Et puis vous voyez que le football est parfois particulier. Voilà, même en ayant les joueurs les plus grands en taille, ça n'a pas suffi pour être efficace sur les coups de pied arrêtés. Alors, il reste une petite minute, on la laisse à quelqu'un qui n'est pas très grand de taille par rapport au joueur, mais qui était exceptionnel au niveau du jeu de tête. Voilà, exactement. De retourner. 6-1. Bah, logique, Marseille, il jouait contre le champion en titre Monaco déjà. Ouais. Donc voilà, Marseille, ils ne sont pas prêts. Ça montre que cette équipe de Marseille, il leur manque tout. Comme on disait, au niveau des joueurs qu'ils ont recrutés, c'est des joueurs qui étaient presque finis, qui ne jouaient plus. Mandanda, 6 mois, était à Crystal Palace et il ne jouait plus. Donc, même si Rami n'a pas joué parce qu'il était blessé, mais voilà, c'est une équipe de Marseille qui n'est pas au niveau de Paris, ni encore moins au niveau de Monaco. Donc, ils n'ont plus une raclée. Donc, voilà, ils vont se remettre à leur place. Comme l'année dernière, cette équipe de Marseille n'est pas encore prête, en tout cas, pour titiller que ce soit le PSG ou Monaco. Là, je pense que les supporters ne demandent pas à ce qu'ils titillent le PSG ou Monaco. En tout cas, de ne pas être au moins ridicule dans une période de transition. Des scores fleuves comme ça, ils risquent d'en prendre. Hein. Il y a Paris qui vient. C'est ce qu'on reprochait à Rudy Garcia également à Rome, c'est-à-dire de louper les gros matchs, d'arriver avec une espèce de trouille qui fait que tu essaies de jouer contre nature et tu fais n'importe quoi. Donc je pense que la responsabilité technique de Garcia. Ils ont les moyens, Marseille n'a pas les moyens. Mais tout le monde ne prend pas 6 buts. Non, je parle des joueurs, ils n'ont pas les joueurs pour boxer avec. La plus belle analyse, c'est Garcia. Je parle des joueurs. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il a dit, Garcia? Je me suis trompé dans la compétition. Il a mis 5 défenseurs, alors qu'on a grande taille. Grande taille pour éviter les coups de pied arrêtés. Il se prend le premier but à la première minute. Adil Rami se blesse à la 23e, il me semble. Non, il n'a pas joué. Il n'a même pas joué. Il se blesse d'avant, pardon. Donc après c'était le naufrage. Ils n'ont pas les joueurs qu'il faut, Marseille, cette année. Ils n'ont pas. Ils ne boxent pas dans la même catégorie. Le naufrage de Marseille. Attendez, je vais faire une très belle, un peu risquée même. Le naufrage de Marseille, même si Adil Rami connaît quelqu'un qui alerte à Malibu. Voilà, et ça s'arrête là. C'est la fin de cette édition du club. Merci, merci les amis et Eid Moubarak Saïd. On va se retrouver bien entendu la semaine prochaine avec la même équipe pour un nouveau numéro du club et pour évoquer surtout ce match Maroc-Mali et Mali-Maroc, et on aura à Bamako mardi prochain Fouad Hannaoui. C'est la fin de cette édition du club. Ciao.